L'entretien, Seydi Kaba. Monsieur Dominique Nimi Madengou, vous avez été un des proches parmi les proches de l'ancien président Pascal Lissouba, qui a dirigé le Congo de 1992 à 1997 et qui vient de nous quitter ce lundi 24 août à Perpignan. Quel souvenir en gardez-vous? Je vous remercie de me permettre de parler de Pascal Lissouba. Depuis qu'il est décédé, qu'il nous a quittés, il y a beaucoup de superlatifs qui sont avancés sur son nom. Pour certains, c'est un chêne qui s'abat. Pour d'autres, c'est un baobab. Pour d'autres, c'est un monstre sacré. Mais je voudrais surtout m'appesantir sur l'homme que j'ai côtoyé, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée. Parce que toute action humaine, quand elle est sincère, ne peut refléter que la nature de l'homme dans sa manifestation. Donc je retiendrai de Pascal Lissouba une seule chose. Un grand homme, au sens humaniste du terme. Et parce que, si je veux le décrire dans son humilité, dans sa simplicité et plus vulgairement dans son dépouillement, je dirais que ce monsieur était humble, était disponible, était à l'écoute et il n'avait pas la prétention de tout savoir. Je vais procéder par quelques anecdotes qui vont illustrer mon propos. Nous avons commencé à travailler avec Lissouba avant la création de l'UPADS et jusqu'à la période des élections. L'idée de créer l'UPADS est venue de ce qu'il y avait deux ensembles des partis naissants, l'UNDP d'un côté et le RDPS de l'autre. Il avait autant d'attachement pour l'un des partis comme pour l'autre. Nous lui avons suggéré la chose suivante. Pour éviter à déplaire, il vaut mieux qu'il crée un parti et en disant « qui vous aime, vous suive ». Il a accepté cette proposition. Malheureusement, quand on a créé l'UPADS, il y a une des parties, notamment le RDPS, qui était animé par Jean-Pierre Tshisekedi, qui n'a pas suivi. Avec beaucoup de regrets d'ailleurs de la part de Pascal Lissouba. Quand a commencé la période des élections, avant les élections d'ailleurs, nous sommes allés, il n'avait pas un carnet d'adresses très fourni. Et notamment, il était taxé de scientiste, de biologiste, qui n'avait aucune vision politique, alors qu'on ne peut pas avoir fait l'enseignement supérieur, avoir été Premier ministre dans un gouvernement, celui de Massamba Deba, et prétendre qu'on est nul en politique. Qu'à cela ne tienne, nous lui avons suggéré, moi personnellement, de démystifier un petit peu toutes ces affirmations qui lui étaient prêtées. On a commencé par prendre attache avec la représentation diplomatique française à Brazzaville. L'ambassadeur de l'époque s'appelait M. André et son chargé d'affaires, M. Colas. Et je lui ai dit, tu ne dois pas raconter tout et n'importe quoi lorsque nous serons en présence de Colas. Il s'agit surtout de rassurer la communauté française, et notamment les Français, que leurs intérêts ne seraient pas mis en cause. Ce qui s'est fait. Après, nous sommes lancés dans la campagne. J'en étais un des directeurs régionaux. Cela n'a pas été facile parce que, heureusement qu'il maîtrisait bien le dialecte, mais son français était supposé être trop élevé pour le niveau de la population.
Nous l'avons accompagné, moi je l'ai accompagné pendant toute cette période. Souvent, il demandait conseil à tel endroit, qu'est-ce qu'il faut faire? À tel autre endroit, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'était un homme d'écoute qui n'avait pas la prétention de tout savoir, bien que tout sachant. Il me revient une anecdote. Quand nous sommes allés chez monsieur le chargé d'affaires, il y a un sujet que je lui ai demandé de ne pas évoquer, c'est-à-dire qu'il n'était pas pressé d'entrer en campagne électorale. Et je lui ai dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le candidat, c'est lui, c'est toi. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si tu refuses d'entrer en campagne électorale, ça va être complètement foiré. Et justement, il a oublié cette consigne. Eh bien, il a été réprimandé gentiment. Il a été réprimandé gentiment par le chargé d'affaires qui lui a dit, monsieur le président, le candidat, c'est vous. Votre conseiller, votre directeur de campagne a parfaitement raison. Il faudrait que vous reveniez vous-même battre campagne. Ce qui a été fait d'ailleurs. Je suis même revenu à Paris pour l'accompagner pour son retour au Congo. Et c'est là que la campagne a commencé. Vous avez parlé d'humilité. Est-ce que cette humilité s'est traduite aussi dans l'exercice du pouvoir? Est-ce qu'il était accessible? Est-ce qu'il était modeste dans l'exercice du pouvoir? Puisque à partir de 92, on n'est plus dans la candidature. Il s'est installé président du Congo, le premier président d'une élection pluraliste au Congo en 92. Exactement. Lorsque la campagne s'est terminée, par le couronnement, enfin disons, terminée par l'élection présidentielle, la base de la campagne, le quartier général, se trouvait à Doulizi, dans la région du Niari, dans le sud du Congo. La veille de la proclamation des élections, nous avons été nous incliner à Pointe-Noire sur la mémoire d'un des enfants des membres créateurs de l'UPADES, Safou, André Safou, qui était décédé. Nous avons fait le transport, un cabotage aérien, aller-retour. Et au moment où qu'on a terminé de nous recueillir, nous sommes allés au beau rivage. C'était un bon restaurant sur le bord de la mer à Pointe-Noire. Et je le voyais qui déambulait tout seul à la plage. Il ne voulait pas manger, il ne voulait pas déjeuner, il était préoccupé. Et puis il me fait venir, il m'appelle. Il me demande, mais toi, on dirait que tu es au courant des résultats. C'était la veille. Tu es au courant des résultats de l'élection présidentielle. Qui c'est qui a gagné? J'ai souri, il me dit, pourquoi moi je devais le savoir et pas toi-même? Donne-moi la réponse. Je lui ai dit, tu as gagné à plus de 60%. La réaction de Lissouba à ce moment-là a été la suivante. Mon Dieu, toute cette grave situation, tous les problèmes du Congo qui sont encore non résolus, sur mes petites épaules. Il avait pris conscience de la dimension du problème et du rôle qu'il devait jouer. Preuve de modestie, non pas d'impuissance, mais il avait pris la dimension de la charge qu'il devait assumer pendant les 5 années qui suivaient. Autre chose qui caractérise Pascal Lissouba, c'est le refus de la violence. Et il y a un message qui a été vulgarisé, dont il a laissé le souvenir à tout le monde. Et en dialecte Kitouba, c'est Yaba colère V. C'est-à-dire, il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas être violent, parce que la violence conduit à la destruction et non pas au rassemblement ni à l'union.
Et je me souviens même que pendant la période de crise, au moment de l'intervention des troupes étrangères au Congo, il affirmait haut et fort en disant ceci: c'est bien la guerre civile, mais nous allons imposer la paix à Sassou Nguesso. Il faut lui imposer la paix parce que la guerre ne conduit nulle part. Donc c'est un non-violent et ça aussi, ça fait partie des qualités, des vertus humanistes de Pascal Lissouba. Monsieur le ministre, peut-être par modestie, vous n'avez pas voulu le dire, mais le président Lissouba vous a quand même confié un ministère stratégique, surtout dans un pays comme le Congo, celui de l'Intérieur. Vous étiez ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui peut expliquer cette confiance à un moment où c'était sensible d'être ministre de l'Intérieur au Congo? Je crois que l'exercice d'un ministère, quelque importance qu'il ait, c'est la consigne du président Lissouba envers tous les ministres. Il m'a répété à moi notamment plusieurs fois: tu ne dois pas m'apporter des problèmes, tu dois m'apporter des solutions. Quel que soit le problème qui se pose, tu dois m'apporter des solutions. Ça veut dire qu'il laissait libre cours à l'intelligence, au savoir-faire et même à l'apprentissage de ceux qui étaient dans son gouvernement. Je crois que il n'était pas le seul à avoir intégré ce message, c'est de dire: faites, il donne la possibilité aux gens de se tromper, mais faites, vous ne pouvez pas rester inactif, je ne suis pas omniscient, apportez-moi des solutions. C'est à la fois pédagogique, et là aussi c'est la preuve que la modestie l'accompagnait en même temps que la pédagogie. Pour ne parler que de la méthode de travail. La deuxième chose, évidemment, il me revient des souvenirs du genre une grève se déclenche à Pointe-Noire qui avait concerné tout le secteur pétrolier, déclenché par quelques syndicalistes un petit peu nostalgiques de l'ancien système. À l'époque, il a désigné une délégation conduite par le ministre de l'Industrie à l'époque, intérimaire du pétrole, c'est-à-dire Jean Itali. Il avait désigné le ministre du Travail et moi-même qui étais ministre délégué chargé de la sécurité et de l'intérieur. Il dit: vous partez, vous me ramenez des solutions. Vous n'avez pas à m'appeler ni à me demander ce que vous devez faire. Nous avons accompli cette mission, évidemment, avec beaucoup de succès, en sachant et en bluffant aussi, parce que ce n'est pas facile quand il y a beaucoup d'enjeux et de force frein dans la machine. Nous avons accompli cette mission sans jamais nous référer ni au Premier ministre Yombi de l'époque, ni à lui-même. Et on a été félicité pour ça. Donc, pédagogiquement, humainement dit, et dans cette espèce d'humilité qui le caractérise, il a encouragé tout le monde à prendre des initiatives réussies. On en avait été félicité justement à l'époque. Très bien. On sait que le parti qu'il a fondé s'appelle Union panafricaine. Est-ce que le panafricanisme était inscrit aujourd'hui au moment où on le pleure, c'est bien de le dire, sans doute. Le panafricanisme était inscrit dans sa vision. Il voyait au-delà du Congo. Tout à fait. Tout à fait. Il avait conscience, là aussi, je reviendrai tout le temps sur la simplicité. Il avait conscience qu'un petit pays comme le Congo, faible population, donc un marché quasiment inexistant, ne pouvait pas éclore, ne pouvait pas se développer, ne pouvait pas prospérer dans un contexte étriqué. Donc, rien que le développé de l'UPADS,
le concept d'union et africaniste veut dire signifie qu'il fallait créer de grands ensembles pour pouvoir réussir à la fois économiquement et politiquement dans le contexte de la sous-région. Dernière question, le président Lissouba nous a quittés. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que dans la douleur, ces héritiers qui se sont dispersés, qui se sont divisés, qui se sont même querellés après son départ du pouvoir, pour se retrouver là, une occasion de se refaire, de refaire l'unité pour faire une offre politique au Congo? L'UPADES, dans sa conception, dans son concept originel, était un instrument, une espèce de bouclier contre les dérives antidémocratiques, d'ailleurs démocratie sociale. Son imagination a conduit à créer ce vaste parti qui rassemblait du nord au sud, de l'est à l'ouest du Congo. Et malheureusement, dans l'exercice du pouvoir, même si lui, il avait au sein de son parti toutes les tendances, il a toujours affirmé qu'une élection présidentielle ou des élections législatives ne sont pas en soi des victoires isolées. Il ne voulait pas entendre parler de ceux qui ont gagné, ils gardent tout, ils gagnent tout, et que ceux qui ont perdu, ils perdent tout. Il fallait toujours, dans tous les cas d'espèce, contenter même la partie perdante. C'est ce qu'il a fait. Et parce que, disait-il encore, la victoire, elle est commune et la défaite, elle est orpheline. Que ceux qui ont gagné ne puissent pas confisquer tout et que ceux qui ont perdu ne se retrouvent pas abandonnés sur le bord de la route. Alors, quand il a créé cet UPADES, c'était un paravent contre les dérives démocratiques, des dérives antidémocratiques, et en sachant parfaitement que la politique copiée sur le modèle occidental, c'est j'ai gagné, j'arrive avec mon équipe, et ceux qui ont perdu, on les abandonne. Il n'était pas de ce concept-là, si bien que même dans son gouvernement, il y a eu un rassemblement des ministres, des députés venant du nord comme du sud. Il a même gardé, du point de vue militaire, le chef d'état-major général laissé par l'ancien pouvoir et même beaucoup d'autres fonctionnaires qu'il a promus justement pour pour appliquer cette doctrine que ceux qui ont perdu ne soient pas abandonnés sur le bord de la route. Telle était l'idée de la conception pour la défense de la démocratie qui est l'UPADES. Bon. Dans l'exercice du pouvoir, il y a toujours des trahisons. Il y a des gens il y a des personnages qui ne regardent pas sur le long terme et qui regardent des intérêts immédiats. L'UPADES a commencé par être prostitué dès le moment où nous étions, à l'instant où on était encore au pouvoir, et ça s'est poursuivi lorsqu'on a été sorti de manière violente par l'intrusion des forces extérieures du pouvoir. La trahison et les trahisons se sont aggravées. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est un instrument qui est un petit peu fracassé. Bon, qu'est-ce que ça va devenir demain? J'en appelle à tous ceux qui ont tenté de prostituer le parti, maintenant que son principal fondateur a disparu, qu'ils se regardent dans le miroir pour savoir si l'héritage doit être perpétué ou si c'est simplement l'atomisation qui va se poursuivre. Mais dans tous les cas, ils auront des comptes à rendre parce que c'est un patrimoine commun qui ne peut pas disparaître du fait de la volonté de quelques-uns. Merci beaucoup pour cet entretien avec
le ministre Dominique Nimi Madengou, qui est un des plus proches, qui a été un des plus proches collaborateurs du président Pascal Lissouba, qui nous a quittés ce lundi 24 août 2020 à Perpignan, dans le sud de la France. Merci, c'est moi qui vous remercie. L'entretien, Sedi Kaba.